Parce que vous en parlez entre vous, on va en parler avec vous et en direct. Chaque jour, des témoignages, des invités, des reportages pour réagir ensemble sur l'actualité. Une priorité, répondre à vos questions, toutes vos questions. C'est concret, en direct et c'est dans l'air. Du lundi au vendredi à 18h05 et à 22h15 sur le câble et le satellite. Bonjour à tous, au sommaire du BIC aujourd'hui, la course au prix littéraire, un cinéaste entre chien et loup, une voix d'ange, de la philo sans prise de tête, de la science-fiction sur planche, et bien d'autres choses encore. Mais pour commencer... I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. Got no car, got no mule, I got no misery. Folks with plenty of plenty, they've got a lock on the door. Afraid somebody's gonna rob them while they're out for making more. What for? Cole Porter, Gershwin ou Nat King Cole, Régis Ceccarelli réinvente les standards du jazz, reprenant à sa manière la formule qui fit le succès de Brian Ferry. Ce crooner va puiser chez les grands maîtres sensualité, émotion et rythme. C'est à découvrir et à chanter sans modération. C'est bientôt le huis clos tragique, le grand moment des jurés de tout poil, cooptés entre eux qui décernent leur bouquet de bons points aux écrivains de l'année. Début novembre, ce sera le début du grand mercato de la littérature. Ubik est allé fureter du côté du Goncourt et du Flore, un gros prix et un petit, un mythique et un avant-gardiste. Au centre, une jeune éditrice pour décrypter le système. De toute façon, l'itinéraire du livre en France passe par là, par le prix, le décorum pour donner du poids au papier. Le fait que ça passe par des prix peut être interprété de milliers de façons, soit pour des raisons marketing, soit pour des raisons de pouvoir. Peu importe, c'est évidemment un cirque. Et évidemment, la plupart des gens qui sont récompensés par des prix sont des gens qui ont très peu de talent et dont on récompense non pas le talent, mais l'importance dans la vie littéraire, ou dont on récompense parfois uniquement l'éditeur. Un prix, ça sert à vendre. Essentiellement, enfin, quand on parle des prix importants comme le Goncourt, le Fémina, le Médicis, c'est un outil économique indispensable à beaucoup de maisons. C'est pour ça que les maisons se battent pour avoir un prix, parce qu'on sait très bien que ça signifie tant de dizaines ou de centaines de milliers d'exemplaires vendus. Avec le Goncourt, c'est les ventes assurées. Le dernier lauréat, Jean-Jacques Schoull, en est à 250 000 exemplaires. Mais Didier Decoing, lui, ne parle pas argent, mais lecteur. Je crois qu'il faut avoir le sens de ses responsabilités et qu'au bout du vote, quand nous nous levons après notre tâche accomplie, qu'on a déterminé que ce serait tel livre cette année, on n'oublie pas qu'il y a des lecteurs. Et que ces lecteurs attendent du prix Goncourt une lisibilité minimum. Un bon prix de Flore, pour nous, c'est quelqu'un qui est au début de sa carrière littéraire et sur lequel on parie. On parie presque sur la postérité. En tout cas, on parie sur le fait que ces écrivains-là ont marqué leur époque et que tout cela prendra un sens. Le Goncourt n'est pas fait, c'est pas, comment dirais-je, une sorte de mausolée, de grands monuments où on inscrit les noms des plus grands auteurs de tous les temps. C'est pas ça, c'est un prix vivant qui s'inscrit dans un temps qui est un temps qui évolue et donc jamais on a eu la prétention de... c'est pas le prix Nobel. Le
prétends pas dire que le livre qu'on a élu est le meilleur livre et qu'il est immortel. Je pense que c'est des vieilles idées reçues, des vieilles lunes, de dire le Goncourt, c'est l'establishment, c'est académique, parce qu'on s'appelle Académie Goncourt, c'est lourd, c'est la culture avec un grand K. Non. Ce que j'appelle l'establishment, ce sont les gens de pouvoir. Et c'est ce qu'on appellerait la culture d'une époque. C'est-à-dire la culture qui est à peu près en phase avec les choix de son époque, mais les choix à un niveau très important, c'est-à-dire au niveau du prix Goncourt. Le prix de Flore est la contre-culture du prix Goncourt. Flore contre Goncourt et la littérature dans tout ça. Le prix Goncourt manquerait-il d'audace? Je trouve qu'on est plutôt un peu pétroleur sur les bords. Moi, s'il y a quelque chose qui me choque dans ce fonctionnement, c'est que les jurés sont inamovibles, quasiment, ne changent jamais. C'est évident que plus un jury est composé de personnes à un certain âge, il n'y a pas de miracle. En vieillissant, on est moins, en général, moins alerté par les choses qui dérangent, quoi, par le grain de sable. Écoutez, ça se serait pensé que nous nous encroûtons intellectuellement. Je ne pense pas que le Goncourt, en règle générale, récompense quelque chose de fondamentalement novateur. C'est souvent quand même le roman français assez classique, assez bourgeois, et on voit mal justement des auteurs qui ont été récompensés par le prix de Flore, comme Virginie Despentes, recevoir le Goncourt. Est-ce que le Goncourt est un prix frileux qui n'ose pas couronner de la littérature de laboratoire ? Je pense quelque part que la réponse peut être oui, mais je crois qu'il faut en venir au fait que, d'une manière générale, les choix des jurés Goncourt sont à la fois des choix littérairement honorables et correspondent peut-être à ce que le public a envie de trouver dans un roman. On ne peut faire que des paris, on peut se dire simplement, moi je crois aujourd'hui que les bons s'appellent un tel et un tel, et certainement pas les gens qui vont avoir le prix Goncourt ou le prix Médicis, ou surtout le prix Interallié, qui est certainement le pire des prix à mon goût. C'est-à-dire des prix donnés par des critiques littéraires à des critiques littéraires qui en second vont leur faire de bonnes critiques quand chacun d'entre eux écrira des livres. Vous voyez, c'est cette espèce de cercle fermé qui est épouvantable. Mais s'il y a des gens qui ont envie de lire le prix Interallié, grand bien leur face. Comme pour la rentrée des classes des tout-petits, faut dédramatiser. Rendez-vous à Orly entre deux séquences. Malgré l'agitation, nous nous faufilons sur le plateau du prochain film d'Alexandre Arcadi. Après la Roumanie, le voilà aux alentours de la capitale pour les dernières scènes d'Entre chien et loup. Arcadi, on peut y aller. Entre chien et loup raconte l'histoire et l'aventure de deux êtres un peu hors normes. L'un s'appelle Adrien Ribera, il est interprété par Richard Berry. Et d'un autre, Werner, qui est interprété par Saïd Taghmaoui. Et ces deux hommes que tout oppose vont se voir confier une mission. La mission est d'aller en Roumanie pour un contrat. Ce contrat, quel est-il? Faire un faux attentat et être tué. L'un est à la recherche de ce point culminant et l'autre sait que sa fin est inéluctable. Je crois vraiment que le couple de Entre chien et loup, ce couple entre Adrien et Werner, entre Richard Berry et Saïd Taghmaoui, va marquer le cinéma. Comme on marquait, je repense à des couples comme ça forts, comme Bernard Giraudot et Lanvin dans Les Spécialistes, dans Richard Berry et Bruel dans L'Union Sacrée, dans L'Arme Fatale. Enfin, on repense comme ça à des films où il y a deux acteurs qui sont là, présents, qui s'affrontent et qui forment un couple très étonnant. Et ces deux acteurs dans ce film Entre chien et loup, c'est vraiment deux acteurs qui vont étonner. Les choses se sont passées dans un contexte de grande fraternité, de confiance. D'abord parce que je l'aime beaucoup, et puis aussi parce que je crois qu'il m'a un peu d'emblée considéré comme son grand frère. Et donc moi, je l'ai vu un peu comme mon petit frère. All right, 2 downers, 2 scotch, and I wake up straight, and by 11.
que c'est un grand professionnel, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, qui a 30 ans de carrière. Donc c'est agréable d'avoir quelqu'un qui connaît bien son texte, enfin toutes ces choses avec lesquelles on prend un certain plaisir à faire le film. Et ça c'est bien, ça se passe très très bien. C'est un thriller, un suspense, un film-spectacle avec tous les ingrédients qu'il faut, les cascades, le suspense, la folie des hommes. Ladies and gentlemen, welcome to violence, the word and the act. Your old man's been blasted out of his wheel. Jeune, belle, femme, algérienne, libre, poète, musicienne, Souad Massi débarque à 28 ans sur la scène musicale française. Et tout d'un coup, c'est l'évidence. Son premier album Raoui est une pure merveille. Ses mots, sa voix, une révélation qu'Ubique vous invite à partager. Mon premier combat, c'était déjà de jouer à la guitare, de sortir dehors et de me promener avec ma guitare. C'était ça ce qui attirait l'attention. Que pour certaines personnes, c'était de la provocation, alors que moi, c'était juste pour l'amour de la musique. Il faut savoir dompter les mots pour bien dire ce qu'on a envie de dire, je pense. Quand on a le moyen de parler, de nous exprimer, il faut dire les choses, savoir écrire entre les lignes. Je ne suis pas vraiment une chanteuse engagée. Hein. Je ne parle pas jamais de politique parce que j'évite de parler ça parce que y a des gens qui le font super bien, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse les problèmes de tous les jours, mais quand on parle des problèmes de tous les jours, c'est faire un peu de la politique. Ma vie dit que la vie est belle. Moi je la trouve des fois cruelle. La fumée noire a fait la place du ciel. J'avais pas trop le choix en Algérie, je voyageais par le biais de la musique. C'était notre seul visa pour nous évader. C'était la musique, les rêves. J'ai plus d'époque, pas de saison. J'ai pas de temps pour ce jeu. Non, 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 j'ai pas de temps pour ce jeu-là. Pas de temps pour ce jeu. Pas de temps pour ce jeu-là. Pas de temps pour ce jeu. Moi, je cherchais pas la perfection, hein. Je cherche pas à faire un album parfait. C'est pas mon but. C'est pas le but non plus je pense, de la maison de disques qui m'a fait vraiment confiance. C'était vraiment chanter pour l'amour de la musique et de la chanson, tout simplement. XIV à Louis Armstrong ou comment le jazz entre au château. C'est une soirée vraiment exceptionnelle qui sera donnée lundi soir à Versailles en hommage à Louis Armstrong.
Pour fêter le trompettiste qui aurait eu 100 ans cette année, les organisateurs n'ont pas lésiné. Le pianiste et compositeur Marcus Roberts, la chanteuse Shirley Horn, Henri Salvador et le big band de Patrice Caratini seront de la partie. Après Petite philosophie de l'amour et comment Proust peut changer votre vie, Alain de Botton, Suisse de Zurich et londonien d'adoption, s'est penché sur les chagrins du quotidien. Son livre, Les consolations de la philosophie, paru au Mercure de France, est un guide pratique pour tous nos maux. 6 philosophes pour 6 consolations. Impopularité, manque d'argent, déficience personnelle, difficulté en amour. Consultez Sénèque, Montaigne ou Schopenhauer. Ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est les idées pratiques, c'est le côté de la philosophie qu'on pourrait appeler la sagesse, quand on cherche des vérités qui peuvent nous aider dans la vie quotidienne. Et c'est ce genre de vérité que je voulais mettre dans mon livre. Donc on pourrait considérer mon livre un peu comme un guide pratique qui peut vraiment nous aider à vivre la vie, parce que je crois qu'on a tous besoin parfois des idées qui peuvent nous aider. Et j'ai essayé d'en trouver chez les grands philosophes et de les mettre dans mon livre, Les consolations de la philosophie. Chaque matin, Sénèque nous dit qu'il faut essayer de faire un exercice plutôt spécial qu'il appelle en latin une praemeditatio, une préméditation. Donc il faut méditer sur tous les désastres qui pourraient nous arriver dans la journée. Et avec ce genre de préméditation, on va être prêt à confronter chaque désastre d'une manière philosophique. Pour Sénèque et les stoïciens, les philosophes stoïciens, être philosophe, ça veut dire réagir calmement face à des désastres. Il parle d'une dame qui s'appelle Fortune, qui dirige ce qui se passe dans notre vie. Et il dit que cette dame Fortune est très imprévisible. Parfois, elle se sent de bonne humeur, et donc on a des cadeaux, de l'argent, tout ça. Et parfois, elle se décide tout d'un coup de tuer quelqu'un, ou de tuer des millions, et on ne peut pas s'attendre Enfin, cette dame est vraiment capable de tout. Quand on pense aux grands du monde, les présidents, les rockstars, tout ça, on peut subir un sentiment d'insuffisance. Et à ces moments-là, c'est très bien de se retourner vers Montaigne. Parce que Montaigne a justement une philosophie on pourrait dire, très calme, très gentille. Parce qu'il nous dit qu'en fait, tout le monde, il nous dit à un certain moment, tout le monde pète. Souvent, on pense que la vie romantique doit toujours bien aller, on regarde les films d'Hollywood et tout ça, où les histoires d'amour sont toujours heureuses et tout ça. Schopenhauer nous dit que c'est très rare qu'une histoire d'amour aille bien. Si on a un chagrin d'amour, Schopenhauer, c'est vraiment le philosophe qu'on devrait lire. Justement parce que le pessimisme peut nous rappelle qu'on n'est pas les seuls à souffrir et que la souffrance n'est pas quelque chose d'anormal, qu'elle fait partie du monde. Les philosophes avant Nietzsche pensaient tous que la souffrance était vraiment un problème, qu'il fallait que si on voulait mener une vie sage, il fallait essayer de réduire le degré de souffrance dans notre vie. Mais Nietzsche vient et il déclare que tous les philosophes avant lui étaient des idiots, il les appelle des idiots, et il dit ça parce qu'ils n'ont pas compris que la souffrance peut souvent nous apporter beaucoup de choses. Par exemple, la compréhension des situations difficiles. Il y a plein de richesses intellectuelles dans nos problèmes. Et si on veut toujours essayer d'éviter nos problèmes, on va aussi éviter beaucoup de leçons sur la vie. On a la possibilité d'apprendre beaucoup quand on souffre. Et donc, je termine mon livre avec cette idée assez consolante de Nietzsche, qu'on devrait toujours laisser un peu de place dans notre vie pour la souffrance.
pas photo, y a pas photo. Gaucho de Patagonie, guerrier du Cameroun, Zayan du Maroc, Indien né percé de l'Idaho, tous sont des cavaliers. Tous vivent avec et par le cheval qu'ils l'utilisent pour leur déplacement, leur travail ou leur plaisir. Fantasia et Rodeo, de la Pampa à la jungle indonésienne, les cavaliers du mythe sont édités chez Azan. Des communautés équestres superbement photographiées par Thibault et racontées par Sylvie Le Breton. Swollen is the dark heart that seldom masters muster. Happy is the hunger that still allows the flight of fluster. Sorry is the soap star that cannot choose her next film. It's tragic when the magic is a skinny ass film. Say yeah, it's like a James Brown thing. Le cirque a changé. Pour la ménagerie, les clowns, les roulottes et les numéros de jonglage, il faudra louer la cassette de la piste aux étoiles. Aujourd'hui, sous les chapiteaux, les nouveaux enfants de la balle jonglent avec des mots et brassent les cultures du monde entier. Le cirque du Centaure adapte les bonnes de Genet. Archaos met le feu à la piste. Les arceaux sont les nouveaux seigneurs des airs. Laurence et Gilles Laurendon ont foulé le sable de la piste pour découvrir ce nouveau cirque. Science-fiction, jungle urbaine, nouvelle technologie, Jean-David Morvan, scénariste de BD installé à Reims, aime travailler avec ses amis. Ça tombe bien, Liane est de sa bande. Ce prof de maths est aussi dessinateur. Ensemble, ils ont adapté pour les éditions Delcourt le cycle de Chai, l'œuvre mythique de Jack Vance. 3 volumes adoptés par Ubik. La manière dont on a signé le contrat, c'est ça. On avait présenté des projets avec le dessinateur et donc qui avaient tous été refusés. On avait parlé un an avant éventuellement de faire le cycle de Chai, puisque le dessinateur m'avait fait lire le livre, on avait évoqué ça en rigolant. Et au dernier moment, j'ai proposé à Guy Delcourt cette idée, alors que tout avait été refusé. Lui était intéressé, ça faisait longtemps qu'il voulait faire des adaptations. Liane, moi je l'ai rencontré, je dirais comme ça, je l'ai rencontré dans une librairie de BD alors qu'on n'y a jamais été tous les deux en même temps. Et puis voilà, on travaille ensemble comme ça, on a fait toutes sortes de projets, toutes sortes d'essais, toutes sortes de choses pour finalement se lancer dans cette aventure-là. Il fallait à la fois garder la trame de l'histoire, plus montrer l'univers. Et là, c'est quand même un casse-tête amusant, parce que moi, je le prends d'une manière amusée. Si moi, j'écrivais le cycle de Chai aujourd'hui, je le ferais pas du tout de cette manière-là. Donc c'est vachement intéressant d'être confronté à ça. L'histoire du cycle de Chai, c'est assez simple. C'est l'histoire des terriens qui reçoivent un message des étoiles, le premier message extraterrestre. Donc ils envoient un gros vaisseau sur place. Donc il y a 2 éclaireurs qui sont prévus. Donc c'est Adam Race, le héros, plus un autre garçon. Et donc ils partent dans une navette pour descendre sur la planète et un missile arrive et détruit le gros vaisseau amiral. La navette se crache, le deuxième personnage est tué et Adam Race survit et il se retrouve tout seul sur une planète étrange dont il connaît absolument pas les lois. Il y a 4 races majeures sur cette planète, qui sont chacun le titre des romans, le Chash, le Vank, le Dirdir et le Pnum, qui utilisent les humains comme, je dirais, comme sous-race. Donc Adam Race va essayer de fédérer tous ces humains pour lutter contre les races qui les avilissent, en quelque sorte, et essayer je dirais pas de prendre le contrôle de la planète, mais de retrouver une dignité, pendant que lui, sa trame, c'est d'essayer de trouver un moyen de retourner sur Terre. En fait, moi je dirais que pour mon adaptation, je fais les mêmes grands moments que ce qu'a fait Vance, c'est-à-dire les mêmes grandes étapes des voyages ou de l'histoire, mais j'essaye de donner à mes personnages des motivations qui sont les miennes. Donc j'ai besoin de leur projeter mes propres manières de réfléchir. Moi, je crois que mon moteur, c'est la manière dont je reçois les actualités. Je pars souvent d'un thème qui m'intéresse, d'un thème soit social, soit d'actualité assez fort, et c'est les questions que je me pose là-dessus. Moi, c'est vraiment ça qui me fait démarrer une histoire.
Mon parcours, il est assez simple, c'est parti de l'envie de faire de la BD jusqu'au fait d'en faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ubik revient samedi prochain, même heure, même chaîne.